Hermès, Chanel, Rolex, Ferrari. Des marques de luxe emblématiques, connues de tous, riches d'histoire et empreintes de passion, qui ont marqué les époques et laissé une trace indélébile. Et si aujourd'hui, je te parlais d'une marque oubliée, enfin, Pas vraiment oubliée, puisqu'en réalité, personne ne la connaît. cette marque renferme une histoire aussi puissante que celle mentionnée précédemment, mais à une échelle bien inférieure. Cette vidéo est très spéciale. Je sais qu'on se connaît pas, mais je ferai les présentations au milieu de vidéo. Tu comprendras pourquoi, si tu restes jusqu'à la fin. Je vais te présenter la maison d'artisanat contemporain Paternoster. L'histoire débute quelque part en France à une certaine époque. Un petit bonhomme de 12 ans, vivant avec sa mère et sa sœur, avait dessiné un logo et promis à sa famille qu'il ferait des grandes choses avec ce logo. Quelque chose de bienveillant, ayant un impact positif sur la société, en créant un héritage unique que lui-même pouvait s'octroyer. Car à cette époque, ce petit bonhomme n'avait que l'amour de sa famille comme moyen d'y arriver. J'y reviendrai plus tard, ne vous en faites pas. Pour le moment, concentrons-nous sur ce logo. La première impression qu'on peut se faire, c'est que c'est étrange. On dirait une sorte d'émoji qui est plutôt neutre. En fait, à première vue, ça n'a aucun sens. Tiens, regarde. Par exemple, le logo d'Apple. T'imagines pas derrière une entreprise de technologie. Ou encore le monogramme Louis Vuitton, visible sur les 3/4 des produits. Ce n'est possiblement qu'une simple représentation d'un carrelage d'époque de Vous cuisine. savez où il a puisé l'inspiration pour ses dessins? Dans sa tête. Il n'y a pas de traces de ça. Si, il y a toute une histoire. Vous voulez pas la dire? Donc un logo ne peut avoir aucun lien avec l'activité de l'entreprise, ou bien il peut prendre son sens dans le futur. Mais dans le présent, il nous semble n'en avoir aucun. Pour le logo de Paternoster, il s'agit plutôt de la deuxième option. Ce logo représente le détachement entre ce que l'on est aux yeux de tous et ce que l'on cache à l'intérieur. Par pudeur pour certains, par peur sociale pour d'autres, peu importe. Chacun peut se l'approprier comme il le souhaite. Pour ce petit bonhomme cité plus tôt, il symbolise son hypersensibilité, cachée par une carapace, un visage neutre, sans émotion, qui conservera avec le temps. Le temps passe et on se retrouve lorsqu'il a presque le double de cet âge, 21 ans. Il a quitté ses études de façon précoce, dès 18 ans, et souhaite toujours tenir sa promesse. Mais problème, à cette époque, il lui reste précisément 47 centimes sur son compte. Financièrement, aucun proche ne peut l'aider, malgré ses idées et sa soif d'expérimentation. Bon, 47 centimes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Je te laisse me dire en commentaire, qu'est-ce que tu aurais fait à sa place? Ça m'intéresse. Attends, stop. J'ai des images d'archives de Paternoster. Et j'ai même mieux que ça. Bon, je pense qu'il est l'heure de se présenter. Moi, c'est Yanis Paternoster. Et j'espère que ça n'a pas fait trop égocentrique la façon dont je me suis présenté, mais je trouvais ça intéressant de me présenter de la sorte. Sinon, ça aurait été trop dur de parler de mon enfance, des problèmes financiers, tout ça. Peut-être par ego ou bien par hypersensibilité. Donc voilà. Aujourd'hui, nous sommes en janvier 2025. Ça fait 2 ans officiellement que Paternoster existe. Et avec seulement 47 centimes, mes deux mains et ma passion pour la création de manière générale, j'ai vendu plus de 1300 sacs et accessoires aux États-Unis, au Japon, au Moyen-Orient et bien sûr en Europe. Je te montre ce que je fais maintenant. Et tout ça avec zéro connaissance en artisanat et aucune étude dans l'art. Donc oui, à l'échelle mondiale, c'est pas grand-chose. Certains peuvent même trouver ça ridicule. Mais en tout cas, pour moi, c'est beaucoup. En parlant de création, je pense qu'il est temps de passer au deuxième chapitre de cette vidéo. 3 octobre 2022. Je vais consulter mes comptes sur mon portable, mais j'avoue que j'ai une petite appréhension. J'ai peur de faire face à une réalité fracassante, brisant tous mes espoirs, tous mes rêves. Le Face ID marche du premier coup. Merde. Bon, il me reste bien 47 centimes. À ce moment-là, j'avais juste envie de tout abandonner. Mais abandonner quoi au final? J'avais rien construit. Et même pire que ça, je dirais, je pouvais rien construire. Alors, à ce moment-là, 2 choix s'offraient à moi. Descendre de ma chambre, aller voir ma mère et lui dire que l'arrêt de mes études après le bac était une grosse erreur, et de laisser par la suite une image d'un grand frère renonçant à ses rêves avant même de pouvoir commencer, ou bien j'optais pour le second choix. J'avais pas de second choix à ce moment-là précis, pour être honnête. Je me suis juste pris une claque monumentale qui m'a fait descendre en chute libre de mon petit nuage, où je répétais en boucle des phrases du style « quand on veut, on peut », là où il y a la volonté, il y a un chemin. Tu vois le genre d'expression quoi. Ne voyant même pas que j'étais dans un environnement qui m'évitait les vraies difficultés de la vie. Vivre de mon art alors que je n'étais rien. Très violente phrase pour un jeune qui a la vie devant soi, qui voulait être reconnu de tous sans même se connaître soi-même. La vraie vie à ce moment-là, pour être honnête, était un peu fade, parce que je voulais me donner les moyens de réussir, de créer quelque chose, une entité, une maison, une marque, que sais-je. Mais le besoin d'exprimer quelque chose. Alors que la considération que j'apportais à ma personne était proche de 0, je voulais me bâtir un empire avec ce logo. J'avais créé en 2013 et tatoué sur ma peau depuis 2017.
avant même mes 18 ans. Maintenant que tu as le contexte, nous allons retracer ensemble les débuts de Paternoster en revenant sur les moments clés avec Isabella Paternoster, ma mère et collaboratrice, et Matteo Zeudou, mon collègue et ami de longue date. Nous allons décortiquer et nous plonger à travers quelques vidéos et images d'archives, retraçant les débuts jusqu'à aujourd'hui. Installez-vous confortablement avec une petite tasse de thé ou de café ou que sais-je, et c'est parti. Alors je vais regarder ça en live. Je vais vous partager en fait un petit dossier qui va permettre de retracer un peu toute cette aventure au final, du début jusqu'à aujourd'hui. Alors là, on revient vraiment au tout début de l'aventure. À ce moment-là, je m'entraîne tout juste à travailler le cuir. C'était vraiment pas terrible. C'était ma première tentative de couture scellée, et quand je regarde ça maintenant, je me rends compte quand même de l'évolution. C'est fou, j'avais pas remarqué à quel point il y avait autant de changements. Ça me fait mal de montrer ça quand même, parce que c'est pas précis, c'est pas propre, et j'aime pas montrer ça. Mais ça fait partie de l'histoire. Alors c'est quoi ça? Ah putain, les coutures main de l'extrême, je fais pas mieux. Hein. On voit qu'il y a eu de l'évolution quand même. En fait, j'essayais de comprendre les outils, la matière, je voulais pas qu'on m'explique. Je regardais même pas des tutos. Je décortiquais des sacs existants et je voulais juste découvrir par moi-même. Donc après toute cette phase d'expérimentation, il y a eu un tournant. Et c'est le jour de ma première commande, juste ici. Voilà. En vrai, c'était énorme pour moi, car ça m'a donné la motivation de continuer et je me suis dit, ah ouais putain, on peut transformer 47 centimes en 290 €, juste avec ses mains. Et pourtant, à ce moment-là, mes mains étaient très maladroites, je le rappelle. C'est à cette époque que j'ai conçu la première pièce de Paternoster, que je ne fabrique plus aujourd'hui d'ailleurs, car c'est beaucoup trop de travail. Le modèle La Revanche. En fait, ce modèle, il représentait beaucoup pour moi, car c'était une revanche sur la vie, sur mes débuts chaotiques. C'était symbolique, mais aussi un vrai défi technique. Donc t'imagines bien la galère de 424 points précisément, à la main, plus le travail des bords, plus les renforts, enfin bref. Du coup, pré-shooting pour la première sacoche, donc La Revanche, on peut voir le magnifique décor, qui est tout simplement mon petit studio, et pour la petite anecdote, ce studio est une ancienne chambre d'hôpital. C'était pas très beau, mais on avait réussi à bidouiller un petit truc. Après cette commande, les choses se sont enchaînées. D'autres commandes sont arrivées et je bossais constamment pour m'améliorer dans cette phase-là. Dans ma chambre, à l'époque, je créais des patrons simples et expérimentais sur des cuirs pas chers et travaillant parfois jusqu'à 4h du matin. J'avais aucun rythme. Tout était manuel, mais en fait c'est comme ça que j'ai posé les bases de Paternoster. Donc c'est après cette commande que les choses se sont enchaînées. Qu'est-ce qu'on a là? Ensuite, c'était ma première grosse commande qui est arrivée. C'était 125 pièces en 24 heures pour ce modèle, avec un certain type de cuir. Pour la produire, j'ai trouvé 2 palettes de chute de cuir de luxe, ce qui m'a permis de maintenir une qualité premium tout en limitant les coûts. C'était une satisfaction énorme en vrai. Hein. Se rendre compte que tu peux vendre 120 sacoches à un prix. J'étais hésitant avec ce prix-là, je le disais, que personne allait acheter une sacoche à ce prix-là. Maintenant, on est avec les mêmes personnes, mais au début, on allait chercher à droite à gauche jusqu'à 3-4 heures de route pour trouver un peu le cuir rare. La denrée rare. C'est aussi à ce moment-là que j'ai collaboré avec un atelier près de Nantes, et que je collabore toujours aujourd'hui. Franchement, tout était réinvesti dans le matériel et la production, et encore aujourd'hui c'est pareil, mais chaque euro gagné sert à faire avancer la maison. Moi, tant que je peux payer mes factures, boire un café de temps en temps, et ben en fait ça me va. Un moment marquant, c'est quand j'ai décidé d'investir dans le cuir de meilleure qualité. Ça, je l'ai pas communiqué sur mes réseaux, mais c'est quelque chose en fait en interne, c'était très très important. J'ai arrêté d'utiliser uniquement des chutes de cuir et du cuir de déstockage, et j'ai commencé à me tourner vers des cuirs plus écologiques, en tannage végétal par exemple, et plus haut de gamme, fabriqués en Europe, certifiés et testés. Donc c'est des cuirs que je paye aujourd'hui le plus souvent à plus de 3 chiffres au mètre carré. Je sais pas si vous vous imaginez, mais c'est énorme. Des cuirs à ce prix-là, même les grandes marques de luxe payent pas ce prix-là aujourd'hui, parce qu'ils commandent en plus grosse quantité, c'est normal. Et moi, je fais toujours de la production sur demande, donc c'est très cher. Je peux pas être plus clair, je pense que ça. Donc en parallèle, j'ai aussi lancé des suites en série limitée. Ça a super bien marché, et plusieurs centaines d'exemplaires d'ailleurs se sont vendus chaque mois. J'ai les premiers suites là. Moi, dans mes souvenirs, c'est les premières grosses ventes. Dans mon entourage, j'ai beaucoup de personnes qui ont ce suite sans vouloir la péter. Ah si, du coup, effectivement, il me semble que Camino, ils avaient partagé cette photo-là du suite, sans prévenir, c'était absolument formidable, ça faisait plaisir. Merci Camino. Pareil pour cet ensemble en jean, que j'avais nommé justement chaos symétrique, où l'ensemble parle de lui-même. J'avais adoré faire cette pièce. J'avais fait en fait une petite série de 150 exemplaires à peu près, mais bon, rapidement en fait, je me suis recentré sur ce qui me faisait vraiment vibrer. Donc, c'est-à-dire l'artisanat français et particulièrement la maroquinerie, en tout cas pour ce premier chapitre de ma vie.
jusqu'à maintenant. En fait, alors, petit à petit, j'ai amélioré mes techniques. J'ai travaillé des bords au Dremel, des finitions plus soignées, des rivets plus solides. Ouais, c'est ça. En fait, on voit clairement l'évolution dans les images. Aujourd'hui, certaines finitions, comme les plaques justement, les petites plaques que tu vois là, sont coulées à la main en Occitanie. Donc c'est fait en France aussi ça. Et j'ai aussi mes propres recettes pour donner par exemple cet effet néon sur les bords que tu vois. Regarde, tu peux voir là juste sur ces fichiers là. Et ces détails en fait sont souvent réservés au luxe, l'artisanat traditionnel de luxe, parce qu'en fait on peut faire que ça à la main. On peut pas faire ce rendu là avec des machines. En fait c'est tout ça qui est au cœur de mes créations. Mais la TK, on voit bien l'évolution je trouve du produit là, et rien à voir maintenant avec il y a 2 ans quoi. Rappelez-vous, faites un maximum d'erreurs possibles en un laps de temps le plus court possible. C'est la seule manière d'apprendre et de progresser très rapidement en dehors de certains codes. On a tout regardé. On a tout vu, formidable. Aujourd'hui, ça fait 2 ans que Paternoster existe. J'ai envie de mettre en avant la famille qui partage cette aventure avec moi, sans qui tout cela serait beaucoup plus difficile et surtout beaucoup plus fade. Ok, donc j'ai quelques questions à vous poser, si vous êtes ok, on y va. Alors, que fais-tu dans Paternoster ? Dans Paternoster, j'interviens dans la stratégie et dans la création de contenu, et aussi dans tous les aspects techniques de ce qui touche à l'audiovisuel, donc vidéo, montage, tournage. C'est moi qui monte cette vidéo par exemple. Et toi maman, que fais-tu ? Alors moi, dans Paternoster, je m'occupe du service SAV. Donc sur moi que vous tombez en fait quand il y a un souci, c'est moi qui vous réponds au mieux. Voilà, donc vous aurez affaire à moi si vous avez besoin de passer par le SAV. Quel souvenir tu as des débuts de Paternoster ? Le premier souvenir qui me vient là, c'est le premier shooting de La Revanche. Et surtout le nom La Revanche, je me rappelle qu'il était trouvé avant même l'existence du produit, donc de la sacoche. Et en fait, Tony l'avait déjà en tête alors qu'il était fauché et qu'il avait 47 centimes en poche. Et donc, c'était un peu la consécration de cette idée-là. Je me rappelle que le nom, il me plaisait bien, et quand le produit était fini, c'était une première satisfaction. Et quand il a été vendu, c'était le Graal, parce que le brouillard se dissipait et en fait on avait compris que quelque chose allait se passer. Donc il n'y avait plus de questions à se poser, en tout cas pour moi. Je pense que lui il se posait même pas de questions, il fonçait déjà. Mais moi j'avais plus aucun doute sur ce qu'allait devenir cette marque. Et c'est pas vraiment un souvenir, mais je pense que ça faisait un peu peur de voir tous ces projets et de se dire oui, mais si ça n'aboutit pas, si... Et puis en fait, il fallait se lancer et puis voir justement, tenter, se dire ça passe ou ça passe pas. Et puis bon, avec la persévérance, je pense que là, il a vraiment bien fait de continuer Paternoster. C'est vraiment super, c'est sa passion. On le sent bien, on le ressent dans les sacs. Quand je vois les tout débuts, rien que les attaches, les cuirs, la qualité du cuir, c'est fou de voir tout ça. Alors, une question un peu plus complexe, quelle vision de la marque as-tu sur le long terme ? La vision que j'ai pour Paternoster, c'est que quand on dira Paternoster ou quand on verra le logo Paternoster, on aura tous en tête la même histoire, la même couleur, la même image, c'est-à-dire une maison d'artisanat qui avance avec un amour du beau et du savoir-faire et qui a un caractère insaisissable presque, mais qui reste pour autant simple et humain et familial. Moi, j'avais toujours dit à Yanis, écoute, fais ce que tu aimes, voilà, on verra bien après. Maintenant, je lui dis même pas ça. Pour moi, c'est sûr que sa marque, elle va être de plus en plus connue. Oui, franchement, je suis émue, je suis très fière. Alors, du coup, j'ai un petit bonus pour toi. Regarde juste dans ce notebook. Normalement, tu auras quelque chose pour toi. Je dis pas ce que c'est. J'espère que c'est de l'argent. J'espère que c'est 1000 €, une sacoche. Mathéo, ou mon frère d'une autre couleur, devrais-je dire. Non allez, j'avais dit que je restais sérieux. Sincèrement, je crois que t'imagines pas à quel point ton soutien et ta confiance aveuglante en ce que je fais m'aident au quotidien. Je te remercie sincèrement de m'avoir écouté des centaines d'heures, divaguer dans tous les sens lorsque j'ai une idée et d'avoir su aiguiller mes choix. C'est un réel plaisir de partager cette passion commune. Alors je n'essaye pas de gratter du buzz sur tes émotions, je te jure, mais je pense que c'est important de terminer cette vidéo sur cette note. En fait, je me suis rendu compte que je t'ai jamais remercié de vive voix pour tout ça. Alors j'en profite. Merci. En tout cas, ça me touche fortement, Yanis. Pas d'émotion. Non, tu grattes pas du buzz sur mes émotions comme ça. C'est vrai que quand tout, je t'ai écouté 120 heures parler. Non, mais oui, c'est vrai que j'ai une confiance aveugle en toi. Ah oui, c'est bon. Et puis il y a marqué ouvre le cahier, notebook. Ok. C'est vraiment hyper dur de dire ça, c'est incroyable. Alors que pourtant, ça devrait être si simple. Paternoster.
La raison principale pour laquelle j'ai choisi de donner à ma marque ton nom de famille, c'est pour te placer d'une certaine façon au premier plan. Tu t'es toujours effacé au second, nous offrant le meilleur confort malgré ta vie difficile. Tes larmes nocturnes du passé, qui ont dû sûrement former un océan depuis, m'ont permis de naviguer librement et de me baigner dans la liberté de créer et d'aller où je veux. Je te promets vraiment que ton nom rayonnera dans le monde entier. Trop touchant, mec. Je vais pas faire un truc trop. Mais un truc juste sincère. Ouais, trop mignon.